Avant de rentrer dans le vif du sujet, je souhaitais remercier nos partenaires privilégiés au Printemps de la robotique, sans qui cet événement ne pourrait pas avoir lieu et ne pourrait pas avoir la visibilité qu'il a actuellement. Alors, un grand merci à Coboteam, aux ARTLH, AGGDA, l'UIMM Lyon, l'INSA Lyon, Minalogique, Omron et Robotique Valais. Ah, je vois que le son est bon. Super. Super. Génial. Bien, on va pouvoir démarrer. Eh ben, merci Alexia pour cette présentation. Puis bonjour à tous, bienvenue sur cette conférence en ligne, cette table ronde qui portera donc sur 3 sujets majeurs de la tech actuelle, c'est-à-dire la quantique, les technologies quantiques, l'intelligence artificielle, qu'on appellera IA tout au long de cette conférence, et la robotique. J'ai la chance d'être accompagné de 3 experts, chacun dans leur domaine, et on tentera dans cette conférence de répondre à la question: la quantique au service de l'IA et de la robotique, quels horizons? Alors, je le rappelle, si vous venez d'arriver, n'hésitez pas à poser des questions dans le chat tout au long de la conférence, dès que vous l'avez sur le bout de la langue, afin qu'à la fin de cette conférence, on puisse tenter d'y répondre. Je serai accompagné donc de notre experte en IA, Amélie Cordier. Amélie, bonjour. Bonjour. Vous avez donc un background orienté recherche dans les domaines de l'informatique et de la technologie de l'intelligence artificielle, avec notamment une dizaine d'années d'expérience dans le monde académique, c'est bien ça? Tout à fait. Aujourd'hui, vous êtes fondatrice et dirigeante de Grendia, qui est une entreprise qui accompagne de façon éthique, durable et utile des entreprises, des associations, mais aussi des collectivités, notamment dans le monde de l'ESS, l'économie sociale et solidaire, en défendant une vision de l'IA à la fois pragmatique, responsable et profondément tournée vers les besoins humains et sociétaux. C'est un très bon résumé. Parfait. Je serai également accompagné de notre expert en technologie quantique, Olivier Ezrati. Bonjour. Bonjour. Vous êtes auteur, ingénieur, enseignant et chercheur indépendant dans le domaine des technologies quantiques. Vous avez notamment écrit Understanding Quantum Technologies, un ouvrage de référence dans le monde de la quantique appliquée. Vous êtes enseignant dans les technologies classiques et quantiques à l'EPITA, l'ENS Paris-Saclay, Centrale Supélec et dans l'industrie. Et vous êtes enfin cofondateur de l'initiative internationale QEI, Quantum Energy Initiative, qui vise à s'assurer que les technologies quantiques auront une empreinte environnementale raisonnable. C'est pas ça? C'est parfait. Parfait. Et enfin, je serai accompagné de notre expert en robotique, Sacha Stojanovic. Bonjour. Bonjour. Donc, vous êtes président fondateur et directeur général chez Meanwhile France, avec plus de 30 ans d'expérience dans le monde de la robotique. Vous êtes également le co-auteur du livre 100 ans de robotique et l'humanité, bordel. Et vous êtes désormais le vice-président du pôle de compétitivité Minalogique et membre du CA du cluster Coboteam. Bien ça? Tout à fait. Parfait. Et pour ma part, je suis Michael Albrecht, Mike, plus connu sur les réseaux comme Mike Science. Je suis ingénieur en nanotechnologie et vulgarisateur scientifique sur les réseaux sociaux. Et je serai pour vous l'animateur qui tentera de vous poser les questions afin de vous orienter vers ce qu'on avait préalablement préparé. Alors, directement, entrons dans le vif du sujet avec vous, Olivier Ezrati. On connaît la physique quantique depuis maintenant plus de 100 ans. Elle est à la base de l'étude de l'infiniment petit, et parmi tous les domaines scientifiques, la physique quantique, c'est de très très loin la théorie scientifique la plus précise jamais expérimentée. Avec des erreurs de seulement 11 à 12 chiffres après la virgule, c'est une précision de 10-11, de l'ordre de 10-11. C'est comme prédire théoriquement le rayon de la Terre, mais se tromper de seulement l'épaisseur d'un cheveu. Alors, depuis plus de 100 ans, les technologies ont bien évolué et on trouve aujourd'hui de nouvelles façons d'apprivoiser la matière, comme des quantum sensors, des capteurs quantiques. Mais on voit depuis quelques années maintenant des entreprises qui tentent de réinventer l'ordinateur. Alors, Olivier, pourriez-vous nous expliquer un petit peu plus en détail ce que c'est et ce que ce n'est pas qu'un ordinateur quantique? Alors, un ordinateur quantique, c'est un nouvel outil de calcul qui permet de résoudre des problèmes qu'on va qualifier de mathématiques, parce que souvent les problèmes, c'est des problèmes mathématiques, et qui utilise des méthodes très très différentes des méthodes de calcul classiques qu'on utilise aussi bien dans l'IA que dans l'informatique classique en programmation séquentielle. Alors,
il utilise des phénomènes quantiques qui ont été découverts il y a plus d'un siècle, qu'on appelle la superposition des états et l'intrication, que je n'ai pas le temps d'expliquer en détail. Mais en gros, c'est des propriétés de la matière à l'échelle nanoscopique dont on peut tirer parti si on fait du calcul. Et ça permet d'avoir deux propriétés. La première propriété, c'est qu'on va manipuler un espace de calcul en termes de, on va dire, de mémoire manipulable qui est plus grand que ce qu'on a dans un ordinateur classique. Alors, l'espace de calcul, en fait, il augmente de manière exponentielle avec le nombre de ce qu'on appelle les objets qubits. C'est-à-dire les qubits, c'est l'unité de calcul individuelle de l'objet quantique, qui est un peu l'équivalent quantique du bit classique. Mathématiquement, c'est un objet un peu plus compliqué, évidemment, qu'un bit classique, hein, et cet espace est plus grand. Mais ça ne suffit pas pour aller plus vite. Pour aller plus vite, il faut aussi avoir une capacité à utiliser justement l'intrication et la superposition des états, et d'inventer des algorithmes qui tirent parti de ces propriétés de la matière à cette échelle-là. Et, euh, et c'est conceptuellement extrêmement différent du calcul classique. On utilise par exemple des mécanismes qu'on appelle l'interférence. Donc l'interférence, on la connaît même quand on n'a pas une culture scientifique. On sait ce que c'est qu'une interférence quand on jette deux pierres dans un lac, ça fait des vagues qui vont se croiser. On sait ce que c'est que des harmonies quand on tape deux notes sur un piano, ça fait une nouvelle note. Eh bien, on utilise des mécanismes qui sont assez voisins de la physique analogique ou même de l'électronique analogique pour générer des interférences pendant qu'on fait du calcul, pour retrouver des valeurs d'intérêt qui vont faire ressortir comme ça une valeur qu'on recherche. Alors, ce qui est assez étonnant dans le calcul quantique, c'est que le résultat du calcul quantique est assez différent du résultat d'un calcul classique. Par exemple, si on fait de l'IA, supposons par exemple qu'on fasse de l'IA générative. Quand on fait de l'IA générative, par exemple, on prend une image et on en génère une autre. Mais l'image générée, c'est plein de pixels avec des couleurs et beaucoup de paramètres. Quand on discute avec un LLM, il répond des tonnes de textes. Donc la donnée est assez riche en fait dans ce qu'on récupère. En règle générale, quand on utilise un ordinateur quantique, en tout cas dans les versions actuelles et même les versions futures, il ne va pas générer de la big data en sortie. Il va générer en fait un chiffre, souvent. Par exemple, il y a des chiffres qui intéressent les chimistes. Les chimistes s'intéressent à calculer l'énergie d'une molécule au repos, une énergie excitée. Et cette énergie, plus on obtient sa valeur avec une bonne précision, mieux c'est pour faire de la chimie. Mais c'est juste un chiffre, en fait. Et donc, c'est assez paradoxal, c'est une grande machine, très compliquée, avec une méthode de programmation qui est assez nouvelle pour sortir un chiffre. C'est assez marrant. Et une manière d'expliquer ça, c'est que finalement, c'est riche et compliqué dedans, mais finalement, ce qui sort est simple. Et il y a une des raisons pour laquelle ce qui sort est simple, c'est qu'on a beau avoir un nombre exponentiel d'états quantiques qui sont d'amplitudes quantiques qui sont gérés dans l'ordinateur pendant qu'on fait du calcul, quand on mesure le résultat à la fin, on obtient ce qu'on appelle des bits classiques. Donc, par exemple, on peut avoir 2 puissance 100 amplitudes qui sont superposées, ça fait beaucoup de chiffres. 2 puissance 100, c'est un nombre absolument astronomique en pétaoctets de mémoire. Mais quand on mesure, on obtient 100 bits classiques, ce qui est peu d'infos. C'est pas loin de deux nombres flottants FP64 pour ceux qui font de la programmation de manière classique. Donc, c'est riche dedans, c'est pauvre à la sortie. Il y a un enjeu qui est d'ailleurs faire entrer des données dans le système qui peut durer un certain temps. Donc voilà, j'essaye de résumer parce que c'est un sujet très complexe, mais ça montre qu'on est en tout cas on est dans un paradigme de calcul qui est extrêmement différent du paradigme de calcul habituel, que ce soit pour faire du Python de base ou du HTML ou du JavaScript pour faire un site web avec du PHP, ou que ce soit pour faire du calcul scientifique sur un ordinateur classique. C'est des méthodes très différentes. Merci beaucoup. Je passerai également la main du coup à notre experte en intelligence artificielle, Amélie Cordier. Quand on dit IA aujourd'hui, on pense souvent à ChatGPT, Gemini, Claude, etc. On a aussi des différentes intelligences artificielles qui peuvent générer des images, des sons, des vidéos. Mais si on se penche un petit peu sur cette question de l'IA, finalement, de quoi on parle? Est-ce qu'on parle réellement seulement de ces générations d'images ou de textes? Alors effectivement, aujourd'hui, quand on dit intelligence artificielle, on pense souvent intelligence artificielle générative, qui n'est qu'une catégorie de problèmes, alors certes très populaire et avec beaucoup de cas d'application, mais qui n'est qu'une catégorie de problèmes parmi tous les personnes qui bougent pas très loin de nous. Ces robots, ils se déplacent en utilisant des algorithmes au moins aussi vieux que ma thèse de navigation, qui est une forme d'intelligence artificielle aussi. Alors de la même façon qu'Olivier, je ne vais pas rentrer dans les détails parce qu'on n'a pas le temps de tout expliquer,
Mais dans le monde de l'intelligence artificielle, vu de l'extérieur, on a souvent l'impression qu'on a affaire à quelque chose de très très simple. Mais en fait, on s'intéresse à une vaste quantité de catégories de problèmes bien différentes. Et à chaque problème, on a une solution technologique. Et lorsque cette solution, elle implique du raisonnement, de la réflexion, de l'analyse, de la classification, des calculs un petit peu compliqués, de la prise de décision, de la perception, et j'en passe. Souvent, on parle d'intelligence artificielle, même si aujourd'hui, on dit oui, mais c'est pas de ChatGPT, c'est pas de l'IA. Juste pour la petite anecdote, et je la raconte quasiment à chaque fois, mon premier papier scientifique, c'était des calculs de trajectoire à partir de coordonnées GPS, et j'ai publié dans une revue d'intelligence artificielle. Donc aujourd'hui, le GPS, qui est devenu une commodité, ça a été considéré à un moment comme de l'IA. Donc pour répondre à ta question, de quoi on parle? On parle de tout ça. On parle de ce vaste ensemble d'algorithmes qui permettent de résoudre des problèmes avec des niveaux de complexité différents. Merci beaucoup. Enfin, je passerai donc la main à Sacha Stojanovic, notre expert en robotique. De la même façon, quand on parle de robots, dans la tech, on pense souvent aux films et donc à la robotique humanoïde. Mais lorsqu'on parle un petit peu avec vous, Sacha, on se rend compte de deux choses. La première, c'est que vous êtes le plus grand fan de robotique que l'on connaisse. Et la deuxième, c'est que vous êtes profondément anti-robotique humanoïde. Alors, est-ce que vous pourriez nous expliquer un petit peu ce paradoxe finalement? En fait, c'est un paradoxe qui est né il y a une quinzaine d'années de cela, puisque il y a 15 ans de cela, si Mike m'avait posé cette question, je vous aurais dit que j'étais un très grand fan de robots humanoïdes et qu'en tant que roboticien, je rêverais de créer le robot humanoïde. Sauf effectivement, au bout d'un moment, peut-être avec l'âge avançant, les rencontres, les discussions avec des personnes qui nous sont importantes nous font ouvrir les yeux sur l'importance de l'humanité. Et on peut se poser des questions sur ce qu'on pourrait appeler le millefeuille de la banalisation technologique générationnelle, qui est que chaque génération naît dans un environnement technologique, qu'il accepte une modification, un upgrade technologique jusqu'à un certain stade, et ainsi de suite, génération après génération, on accepte que ce millefeuille technologique s'épaississe. Et moi, je me pose fondamentalement la question de à quoi ressemblerait l'humanité dans 100 ans, dans 200 ans, si on laissait effectivement filer la robotique humanoïde devant nous. Merci beaucoup. Alors, Sacha, je vais vous laisser la main, mais avec tous ces progrès en intelligence artificielle qu'on voit depuis quelques années, est-ce que vous ressentez un certain moteur, un nouvel élan dans la robotique de manière générale, donc pas humanoïde, mais la robotique telle qu'on peut la voir dans l'industrie? Et est-ce que vous voyez une sorte de synergie qui peut commencer à se créer avec l'essor des LLM et pourquoi pas une sorte de chemin qui se croise entre vos deux domaines? Je vais répondre sur la partie robotique et on va dire un peu effectivement avancer sur la partie IA et je laisserai Amélie, on va dire naturellement plus que conclure sur cette partie-là. Ce qui est certain, c'est que la robotique est certainement par des ruptures, des innovations incrémentales technologiques plus précisément et de plus en plus prégnantes dans notre société. Et on le voit aujourd'hui, ne serait-ce qu'avec le hype qu'il y a sur la robotique humanoïde qui fait fantasmer énormément de monde. Mais au-delà de ces fantasmes-là, il existe, comme je le disais, des ruptures, des innovations incrémentales plus précisément, sur la partie mécatronique, sur la partie software, sur la partie naturellement communication qui font qu'aujourd'hui, les robots sont de plus en plus performants, deux ans moins coûteux, et ce qui fait qu'il y a ce qu'on appelle dans l'industrie notamment un retour sur investissement qui est beaucoup plus pertinent et beaucoup plus rapide, et qui font qu'effectivement, aujourd'hui, on voit de plus en plus de robots. Il faut avoir ce chiffre en tête. Sur 2025, il y a eu 500 000 robots industriels, nouveaux robots industriels qui ont été installés, et ce qui fait que cela porte dans le monde à un nombre de 4 millions de robots
qui sont en cours en activité. D'accord. Et effectivement, ce nombre-là ne cesse de croître avec des pays notamment qui de plus en plus s'industrialisent. On parle notamment de la Chine, entre autres, mais pas que, et qui font que, voilà, effectivement, on a de plus en plus de robots qui sont présents. Et ça, c'est que sur la partie industrie. Et naturellement, il y a des choses qui se font maintenant sur la partie domestique. Voilà. Bien sûr. Et du coup, du côté de l'intelligence artificielle, est-ce que vous avez déjà remarqué des différents sujets qui ont pu aider la robotique de manière très générale? Alors, souvent, on pense que parce que ce qu'on voit comme révolution dans l'IA générative en ce moment est effectivement très impressionnante pour le grand public, on pense que on peut prendre des vieux robots qui marchotaient, puis paf, leur coller ChatGPT, Claude ou Perplexity ou whatever dedans, et en faire des robots super intelligents. Mais en fait, le Big Bang de l'innovation en intelligence artificielle, comme ailleurs, ça n'existe pas. Alors, en revanche, il y a plein de micro-évolutions qui sont vraiment très intéressantes à observer. Et dans toute la chaîne j'allais dire de valeur de la production robotique, il y a des améliorations à la fois sur des algorithmes, je ne vais pas les qualifier de ancestraux, mais presque, par exemple des algorithmes de navigation, des outils pour la détection d'obstacles, ou grâce aux nouveaux outils de l'IA, qui ne sont pas de l'IA générative en l'occurrence, et ben on fait les choses mieux, plus rapidement, parfois en diminuant les exigences en termes de puissance de calcul, en permettant de pallier la défaillance de certains capteurs, etc. etc. Donc, localement, sur chacun des nombreux problèmes auxquels on a à faire face quand on fait de la robotique, on peut apporter, grâce à certains outils d'intelligence artificielle, des améliorations locales. Et si on regarde toute la chaîne de production, ça va même jusqu'à la façon dont les humains programment les robots. Jusqu'à il y a très peu de temps, ne serait-ce que programmer un automate, je ne parle même pas de robots mobiles, c'était quelque chose d'extrêmement compliqué parce qu'il fallait maîtriser le langage. De plus en plus, là pour le coup, grâce à des outils d'intelligence artificielle générative, on a des outils, par exemple, d'assistance à la programmation qui facilitent, qui permettent d'accélérer, qui permettent de mieux documenter, etc. etc. L'erreur, ce serait de penser que parce qu'on a de l'intelligence artificielle générative, on va résoudre tous les problèmes de la robotique. On dit souvent que quand on n'a qu'un marteau dans sa caisse à outils, tous les problèmes ressemblent à un clou. Faire de la robotique correctement, c'est acheter une caisse à outils avec autre chose que des marteaux et utiliser le bon outil pour résoudre chacun des problèmes. Merci beaucoup. Et on est là aussi pour un petit peu enfoncer des portes ouvertes et des questions qu'on pourrait se poser. On parlait tout à l'heure de fantasmes. Aujourd'hui, on voit de plus en plus des robots humanoïdes se développer, sauf qu'on n'a pas forcément encore l'entièreté de la database pour pouvoir les rendre complètement automatiques. Donc, on remarque des engins finalement téléopérés qui ressemblent à des êtres humains. Et je me posais la question de savoir si effectivement, dans un avenir proche, on pourrait avoir à la maison un robot humanoïde tel qu'on pourrait avoir un personal computer, un PC à la maison. Est-ce qu'on pourrait avoir un robot humanoïde à la maison du coup? Est-ce que je peux enfoncer 3 portes ouvertes? Mais avec plaisir. Alors la première, c'est mais pourquoi diable voudrait-on des robots humanoïdes à la maison? Si on s'était inspiré des humains pour laver le linge, on aurait des robots en forme de femmes à genoux au bord de rivière sur une planche à laver. Vos machines à laver, c'est des cubes, c'est pratique, ça se range dans un coin, ça fait 60, c'est compatible dans tous les appartements et ça marche. Okay. L'humain, c'est quand même le form factor le plus, pardonnez-moi l'expression, mais le autorisé, le plus merdique possible pour résoudre la plupart des problèmes. Okay. Ça, c'est la première chose. Donc, pourquoi on a ce fantasme d'avoir un robot humanoïde? Parce qu'on pense qu'on n'a qu'un marteau. Et donc, parce qu'on aura un robot humanoïde, il saura faire la vaisselle, faire le linge, repasser et puis aller planter vos tomates. Aujourd'hui, c'est une erreur. Ça, c'est la première porte ouverte. La deuxième, effectivement, on en voit fleurir plein. On nous explique qu'il y a des opportunités dans le monde industriel, notamment parce qu'on pense, et il faudrait parler à des vrais experts de la robotique, mais on pense que c'est plus facile d'adapter le robot à l'engin de production que d'adapter l'engin de production au robot.
Je pense que c'est une idée reçue et qu'il faudrait, enfin, quand vous regardez les dark factories en Chine, par exemple, vous comprenez clairement que quand on pense le robot pour la tâche et non pas quand on essaye de faire à un robot humanoïde une tâche, on a gagné. Puis le troisième critère, en fait, il est économique et matériel et logiciel. La complexité de fabriquer des robots humanoïdes pour déplacer des caisses, c'est utiliser une pelleteuse pour mettre un sucre dans une tasse à café. Ça finira par tomber en marche, mais franchement, c'est une mauvaise utilisation de vos ressources. Donc oui, alors, quatrième porte ouverte, j'avais dit trois, mais je vais en enfoncer une quatrième. Oui, on peut imaginer qu'à moyen terme, on aura des robots humanoïdes à la maison, parce qu'il y a des fous partout qui ont ce rêve, cette ambition de dire je suis le premier à l'avoir fait. Aujourd'hui, c'est quoi les conséquences de ça? On développe des machines qui coûtent extrêmement cher, qui sont téléopérées. On peut parler aussi de l'impact sociétal 2 secondes. On paye des gens qui passent leur journée avec une caméra collée sur le front à se filmer en train de plier des t-shirts parce que c'est un problème compliqué. On amasse des kilotonnes, je vais parler comme ça parce qu'on ne va même pas parler en pétaoctets, ça n'a aucun sens, de données pour entraîner ces machines, juste parce qu'on a la flemme de réfléchir aux vrais problèmes. Je me permets d'ajouter un aspect quasi philosophique avec beaucoup d'humilité, naturellement. Mais créer le robot humanoïde, n'oublions pas que ça fait référence au monde de Frankenstein, le Prométhée moderne. Il y a une histoire de Prométhée dedans, c'est-à-dire de donner, être celui qui donne un semblant de vie à un objet. D'accord? C'est vraiment l'histoire du Prométhée. Et on peut se poser la question, effectivement, au bout d'un moment, si certaines personnes, consciemment ou inconsciemment, n'aimeraient pas avoir cette mission voilà, qui nous dépasse tous, de pouvoir donner la vie. Et il y a un autre sujet qui est peut-être aussi sociétal, qui est effectivement le fait d'avoir un robot humanoïde à la maison qui réalise des tâches ménagères. C'est aussi un peu le fantasme de je suis maintenant un CSP+++++, et moi aussi, j'ai, excusez-moi de ce terme un peu péjoratif, mais totalement péjoratif d'ailleurs, chez mes domestiques. Et j'ai les moyens financiers d'avoir des domestiques à la maison. Et donc, effectivement, quand Amélie parle de folie, on peut se poser la question si effectivement l'humanité, au bout d'un moment, ne bascule pas dans cette folie qui est l'image que l'on renvoie, au-delà de, effectivement, j'ai vraiment une réelle aide à la maison, parce que si on revient aux fondamentaux mécatroniques de la robotique, mais avoir un engin, quel qu'il soit humanoïde ou pas humanoïde, qui soit capable de faire toutes les tâches que réalisent les êtres humains au sein du domicile conjugal, et pas que les épouses, Amélie, naturellement, mais toutes ces tâches-là, enfin, c'est une complexité sans nom. Complexité sans nom. C'est entre plier le linge, poser un tableau au mur, peindre, nettoyer la moquette qui a été tachée, etc. Enfin, c'est une complexité sans nom. Donc voilà, c'est beaucoup de fantasmes autour d'un sujet qui certainement, on va dire, permettent à certaines sociétés de lever de l'argent, comme il y a eu des effets hype sur des sujets sur l'IA, sur le quantique. D'autant plus qu'il existe des robots qui peignent, qui n'ont pas besoin d'avoir une main. Voilà, exactement. Je suis désolé, je trouve cette discussion passionnante, mais comme on a un troisième sujet, je vais donner la main peut-être à Olivier. Alors, est-ce que dans votre domaine, donc de la quantique, est-ce que vous auriez déjà vu des technologies comme des quantum sensors, on a brièvement mentionné le nom tout à l'heure, des capteurs quantiques qui pourraient aider la robotique à avoir autre chose qu'un marteau, justement? J'en ai pas encore vu directement. Il y a effectivement un marché des capteurs quantiques avec tout un tas de types de capteurs. La question, c'est dans quel cas on pourra avoir besoin de capteurs quantiques pour la robotique. Alors, je vais déjà définir ce que c'est qu'un capteur quantique. Un capteur quantique, ça utilise les principes de la physique quantique pour en gros mesurer des grandeurs physiques avec une plus grande précision. Alors, où est-ce qu'on a besoin de plus grande précision? En fait, j'en sais rien en pratique. Mais il y a quelques idées qui peuvent émerger. On peut mesurer quasiment toutes les grandeurs avec un capteur quantique, hein, mais les capteurs quantiques ne sont pas tous miniaturisables dans un centimètre cube qu'on met dans un robot. Faut pas oublier. Certains prennent 2 mètres cubes quand même, donc pour les mettre dans des robots, ne serait-ce que humanoïdes, c'est quand même assez compliqué. On a des capteurs qui mesurent la gravité avec une grande précision. Je ne pense pas que ce soit très utile à un robot et c'est dur à transporter pour l'instant. On a des capteurs quantiques qui ont pour vocation à permettre à des véhicules de se géolocaliser, mais sans passer par le GPS.
On appelle ça le PNT, position, navigation et temps. Et ces capteurs-là qui sont encore en émergence, en cours de développement, notamment dans le domaine militaire, ils visent à améliorer la précision, par exemple pour des sous-marins qui sont sous l'eau, ou des camions dans des tunnels, des choses comme ça. Bon, c'est un autre cas d'usage, mais qui est vraiment très orienté militaire, je dirais globalement. Et je ne vois pas trop ça dans un robot à court terme, en tout cas, ne serait-ce que pour des raisons de miniaturisation. Il y a d'autres capteurs qui sont intéressants, qui sont à la frontière des capteurs quantiques et des capteurs classiques. C'est en gros des imageurs. Il y a beaucoup d'imageurs assez innovants. Je vais en donner un où je vois une application robotique. Il y a d'ailleurs deux sociétés françaises qui travaillent là-dessus, comme Mac4Health et CheapIron. Mac4Health, c'est à Grenoble et l'autre, je crois, qui est à Paris. C'est des sociétés qui font de la mesure du magnétisme avec une très grande précision et qui peuvent servir, par exemple, à faire ce qu'on appelle des magnétoencéphalographie pour capter le cerveau. Alors, c'est des capteurs qui, par exemple, permettent de remplacer une IRM, qui est un engin très lourd dans les hôpitaux, c'est avec un cercle, avec un aimant supraconducteur refroidi à l'hélium, c'est très coûteux. Et donc, l'idée, c'est que ces capteurs-là, ils peuvent tenir sur une petite tige, en gros, et la question qui va se poser, c'est de les déplacer autour du corps, par exemple. Donc, on peut imaginer la combinaison du robot qui déplace le capteur et du capteur. Là, c'est une fusion de deux technologies. Mais ce n'est pas le robot anthropomorphique, humanoïde, dont on rêve, certains rêvent. C'est vraiment très concret. C'est déplacer un objet qui s'avère être un capteur quantique, mais qui aurait pu être autre chose. Il y a des imageurs aussi qui sont de plus en plus perfectionnés pour juste capter les photons optiques. Dans certains cas, on fait ce qu'on appelle l'imagerie hyperspectrale avec des capteurs quantiques de très bonne qualité. Ça va être tout capté, de l'ultraviolet à l'infrarouge potentiellement. Je ne crois pas qu'on fasse les trois en même temps, avec le visible entre les deux. Mais plus on capte la lumière avec la capacité à faire ce qu'on appelle une spectrographie, plus on est capable d'identifier des matériaux, des éléments organiques ou autres. Et ça peut avoir un lien avec la robotique dans des cas industriels, par exemple. Il y a des capteurs qui servent à détecter ce qu'il y a dans les gaz, dans le gaz. Donc, une spectrographie gazeuse dans l'air ambiant, ça permet, par exemple, dans une usine, de déplacer un robot potentiellement dans des zones dangereuses pour détecter la qualité de l'air à cet endroit-là. Donc là encore, on a une fusion des genres, mais c'est une fusion déconnectée, au sens où il y a vraiment le capteur d'un côté et l'objet qui déplace le capteur, qui s'avère être un robot potentiellement, et qui pourrait ne pas être un robot. C'est des exemples que j'ai en tête, hein. J'en loupe probablement d'autres. Est-ce qu'il n'y a pas également une application, par exemple, je pense au rover sur Mars, pour essayer avec cette technique de spectrographie, Oui. d'analyser les différentes roches et ce qu'il y a. Ça existe déjà, ça. Ça existe Le déjà? JP, il est depuis 2012 sur Mars. C'est un robot, puisqu'il faut 14 minutes pour lui parler et qu'il réponde, donc c'est un peu long. Donc il a été conçu pour être autonome avec des logiciels, avec l'IA de l'époque, hein. Ça a été conçu à la fin des années 2000-2010. Mais c'est déjà une prouesse d'avoir été capable de créer. Alors, j'appelle pas ça un robot, je dirais plutôt un automate, disons. Ouais. Un système qui embarque des automatismes, mais qui probablement n'a pas d'intelligence artificielle avec du raisonnement sophistiqué. Donc, il y a du if then else, comme on dirait dans du code, quelques règles qui sont respectées. Mais comme c'est probablement un système upgradable, il est possible qu'il évolue dans le temps avec des upgrades logiciels qui lui sont envoyés, quoi. Nous, enfin, juste pour rebondir sur la partie capteurs, les capteurs quantiques, ce qui est beaucoup, on va dire, ce que l'on voit beaucoup comme sujet de débat en ce moment, c'est effectivement la problématique qui existe et qui est donc liée aux captures de l'image, mais aussi à l'analyse de l'image. D'accord. Sur la capacité de la robotique, et donc c'est un sujet qui est né naturellement, plus particulièrement avec la robotique humanoïde, la capacité de la machine à comprendre son environnement. Et donc pour ça, c'est donc la qualité de la donnée et de la multitude de données. Et donc ce qu'on voit, on va dire, apparaître sur les réseaux des discussions actuellement sont des sujets qui sont liés, c'est un fantasme, on est bien d'accord, on l'a discuté avec Olivier, sur le fait que les capteurs quantiques vont pouvoir permettre de capter ces multitudes de données et faire le tri entre les données, on va dire, pertinentes et les données non pertinentes. Voilà, la seule chose, c'est que la problématique, elle est beaucoup plus complexe que cela. Et notamment, il y a un autre sujet qui est lié à la partie sécurité et cybersécurité, c'est que de capter toutes les données avec un robot
qui se promènent, en plus de toutes les données, les images qui sont captées par les drones qui se promènent, en plus de tous les robots aspirateurs qui sont captés à l'intérieur de vos maisons par ces robots aspirateurs qui se promènent, on ne sait jamais où atterrissent ces images. Et donc, voilà, il y a tout on va dire, tous ces sujets-là qui se mélangent et où on se dit, on va dire, sur les différents réseaux et les lieux de discussion, que voilà, on rêve tous en tant que roboticiens du capteur magique, et certains disent que le quantique pourrait être la solution A, sauf qu'avec Olivier, on comprend bien que tout cela est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus compliqué, pour ne pas dire impossible. Non, mais ce qui risque de se passer, c'est que des choses assez équivalentes à ce qu'on a sur les capteurs classiques aujourd'hui, c'est ce que tu décris, c'est ce qu'on appelle le sensor fusion, c'est-à-dire mélanger plusieurs capteurs, d'ailleurs dont certains peuvent être classiques, d'autres dits quantiques, qui apportent plus de précision, spectrale ou autre, et de mélanger les données des deux. Mais là, ça va être le rôle de l'IA, justement, de mélanger ces données, de trouver des patterns dans les données. Mais ce n'est pas la nature quantique du capteur qui change la donne fondamentalement au niveau du traitement de la donnée qui est derrière. Alors là où on peut faire un peu de science-fiction, et je vais essayer d'en faire un peu quand même pour vous, c'est que il se trouve que les capteurs quantiques, ils ont cette capacité à générer des informations, et ces informations qui sont quantiques, souvent, elles deviennent classiques très rapidement. On mesure une valeur qui est la valeur d'un pixel à un endroit donné, ou la valeur de la température, de la pression, ou de la gravité à un endroit donné. Mais il se trouve que cette valeur, comme elle est générée à l'origine de manière quantique avec un objet quantique, bah, pourquoi on ne l'exploiterait pas directement dans un ordinateur quantique pour faire l'analyse dedans avec du machine learning quantique? Et il se trouve que c'est un des cas d'usage qui est considéré comme le plus sérieux de l'IA quantique, parce que l'IA classique, l'IA quantique qui utilise des données classiques, c'est assez compliqué à mettre en œuvre parce qu'il faut convertir les données classiques en données quantiques, et ça coûte relativement cher quand les volumes de données sont assez grands. Mais si le capteur quantique qui génère potentiellement, dans certains cas de figure, une donnée elle-même quantique est absorbée directement par l'ordinateur quantique sans passer par l'étape classique, il se trouve que là, il a été démontré mathématiquement qu'on pouvait avoir ce qu'on appelle un avantage quantique, c'est-à-dire un avantage calculatoire. Et ça, c'est un avantage qui peut se manifester quand on a récupéré beaucoup de données de plusieurs capteurs et qu'on a besoin, par exemple, de détecter des patterns, des tendances, des choses comme ça, avec un coût qui serait moins élevé. Mais je voudrais revenir sur le calcul sur un point qui est méconnu. Ce qui est méconnu, c'est dans quel cas de figure un ordinateur quantique ferait-il des choses mieux qu'un ordinateur classique. Il faut bien voir que le point de départ, c'est un sacré défi, parce que les ordinateurs classiques font un tas de choses quand même. Oui, tu prends des graphes de NVIDIA dans un cluster, ça fait beaucoup de choses. Donc, la promesse initiale, qui date de 45 ans à peu près, de l'ordinateur quantique, c'est de résoudre des problèmes qu'on va qualifier de mathématiques, qui sont difficiles d'accès à des machines classiques. Et la manière de décrire ces problèmes, c'est de dire que c'est ce qu'on appelle des problèmes intractables. Ce qu'on appelle un problème intractable, c'est un problème dont le temps de calcul pour sa résolution va croître de manière exponentielle avec le nombre de données du problème, le nombre de variables, par exemple. Donc, typiquement, les problèmes d'optimisation. On cherche à optimiser le déplacement des robots dans une usine avec plein de chemins possibles, avec plein de pièces qu'il faut déplacer, avec plein de paramètres, plein de contraintes. Ça, typiquement, c'est un problème intractable. Alors, on sait les résoudre aujourd'hui de manière empirique. On a ce qu'on appelle des heuristiques qui permettent de le faire à peu près correctement. Et comme ce sont des problèmes intractables, bah, les industriels sont intéressés par des solutions qui permettent de générer des solutions plus optimales. C'est des exemples. Il y a un deuxième exemple qui m'occupe beaucoup dans ma recherche, c'est la chimie. Simuler des phénomènes à l'échelle de la chimie, des molécules, des interactions, des réactions chimiques, c'est extrêmement coûteux. Et ce sont vraiment des problèmes intractables avec les ordinateurs classiques. Alors aujourd'hui, on sait quand même les résoudre, mais de manière extrêmement approximative. Donc l'ordinateur quantique, il pourrait potentiellement apporter la capacité à résoudre avec une meilleure qualité de résultat ces types de problèmes. Donc ça veut dire quoi? Je vais prendre le problème dans l'autre sens. Il y a des tonnes de problèmes qui ne sont pas intractables qu'on résout tous les jours. Par exemple, indexer une base de données, faire un site web, ce n'est pas un fait banal. Une grosse partie d'ailleurs des logiciels d'IA gèrent des problèmes tractables qui ne sont pas des problèmes exponentiels. Alors là où l'IA peut bénéficier du calcul quantique potentiellement, c'est là où il y a beaucoup de recherches en ce moment, c'est quand on travaille sur des données très multidimensionnelles, où l'analyse de l'espace du possible est très complexe, où on a un problème sur le manque de données d'entraînement, et on a besoin d'essayer de tirer parti de données d'entraînement qui ne sont pas suffisantes. Et là, potentiellement, il y a des gens qui effectivement essaient de développer des algorithmes qui seraient capables de tirer parti d'un volume de données qui est trop faible pour en tirer des conséquences, pour faire des prévisions, des classifications plus efficaces que les algorithmes classiques. Mais c'est en devenir, ça n'existe pas encore.
Et donc, comme le quantique peut bénéficier de l'aide potentielle de l'IA, est-ce que... Ça, c'est autre chose, c'est dans l'autre sens. C'est encore dans l'autre sens. Ouais. J'ai dit l'inverse de ce que je Oui. pensais. T'as peut-être dit, il y a deux sens, il faut faire gaffe. Oui, j'ai dit l'inverse. Mais Pas grave. est-ce que, du coup, oui, c'est ça. Est-ce que on pourrait voir l'inverse se produire, peut-être, Amélie? Est-ce que l'IA est au service du quantique? Exactement. Tout le temps. Tout le C'est-à-dire temps. qu'aujourd'hui, je ne suis pas spécialiste, hein, Olivier Pareil, longtemps. serait sûrement bien meilleur que moi pour répondre à ça, mais aujourd'hui, dans le quantique en général, créer les configurations pour aller explorer l'espace des possibles en quantique, aujourd'hui, majoritairement, ce sont des algorithmes d'IA qui font ça, qui génèrent des familles de paramètres, qui expérimentent, qui testent, qui optimisent l'ensemble on va dire, de la chaîne de production du quantique. C'est fait aujourd'hui avec de l'IA classique. Donc, Mais je confirme. Merci. Et c'est fait dans des domaines très variés. Par exemple, les LLM aujourd'hui, ils génèrent du code, entre autres. Eh bien, ils sont capables de générer des codes pour faire de la programmation d'ordinateur quantique, mais ils gèrent même des codes intermédiaires qu'on appelle les codes de correction d'erreur. C'est très compliqué, c'est des mathématiques assez sophistiquées. Il y a déjà des LLM qui servent à générer des codes. Ils aident au quotidien les chercheurs, en bien général. Mais il faut savoir aussi qu'en physique quantique, même sans parler d'ordinateur quantique, en physique quantique, on fait beaucoup d'expériences. Donc, c'est des laboratoires avec des lasers, des systèmes sous vide, on manipule des objets, on fait des mesures, on fait beaucoup de mesures. Et il faut sans arrêt analyser les résultats des mesures. Et ça fait quoi? Qu'est-ce que tu fais derrière? Tu fais du machine learning, qui essaie de détecter des patterns, qui essaie de détecter du bruit, qui essaie de segmenter des données. Et ça, c'est du machine learning, j'allais presque dire à l'ancienne. C'est du machine learning assez précis. Parfois, il faut les optimiser. Je vais donner même un exemple qui est très précis, qui vient de chez Google, qui date de 2019 et qui est toujours valable aujourd'hui. Il faut savoir, par exemple, que les ordinateurs quantiques de Google ou d'IBM, ou d'Alessandro Bob en France, c'est des ordinateurs qui sont des qubits supraconducteurs. C'est des circuits électroniques, en gros, qui fonctionnent à très basse température. Et ces circuits électroniques, on les pilote avec des fréquences, qui sont des fréquences un peu autour du 5 GHz, qui est c'est voisin des télécoms, en fait, des fréquences des télécoms. Et le problème, c'est que chaque fréquence doit être différente pour les qubits voisins des uns des autres pour éviter qu'ils se mordent dessus, quoi. Parce que si tu auras la même fréquence à deux qubits voisins, ils risquent de se polluer l'un l'autre. Donc, on essaye de faire en sorte de répartir les fréquences, un peu comme les opérateurs télécoms dans les stations de base de la téléphonie mobile. Et donc, on a besoin d'algorithmes d'IA qui sont capables de répartir les fréquences de manière optimale pour que les qubits n'interfèrent pas trop les uns avec les autres. Et ça, c'est un truc qui a été fait en 2019 pour la première fois. J'ai absolument pas conscience de ça. Il y en a plein, des gars comme ça. Mais tous les jours, il y a, moi je regarde sur Archive ce qui sort, tous les jours, il y a 15 papiers qui t'expliquent comment ils ont utilisé différentes techniques, parce que c'est jamais les mêmes. Non, mais bien sûr. LLM, machine learning classique, classification, prédiction, série temporelle, qui sont des algos d'IA, pour aider à mettre au point, même pour du calibrage, même pour corriger des erreurs à la fin d'un calcul, on utilise des techniques qui essayent de voir où l'erreur dérive dans le système. C'est du machine learning, c'est le calcul de dérivation. Et à partir de là, on arrive à corriger les erreurs. Il y a une société comme ça qui fait ça en Australie qui s'appelle Q-Control. Ils ont réussi à multiplier par 3 à 4 la taille du programme qu'on pouvait générer grâce à ça. Et du coup, est-ce que éventuellement, vous voyez un centre d'intérêt, un centre de convergence entre ces trois domaines, de la robotique, de l'IA et du quantique? Est-ce que parmi votre expérience, vous avez déjà entendu parler ou potentiellement supputé une idée qui pourrait mêler ces trois domaines? Je sais pas qui souhaiterait. Oui, mais alors, il faut faire la part des choses entre le présent, le futur proche et le futur lointain. Bien sûr. Si tu fais de la science-fiction à 40 ans, tu peux imaginer tout et n'importe quoi. Si tu regardes la recherche académique qui est réalisée aujourd'hui, elle est très centrée sur le machine learning réalisé avec des outils quantiques, des outils de calcul quantique. Pour l'instant, il y a un énorme défi à soulever qui est la mémoire quantique et la vitesse de chargement des données. Ce n'est pas entièrement résolu. Il y a des progrès récents néanmoins. Il y a des progrès algorithmiques. Et surtout, il faut trouver des problèmes où on n'arrive pas à le faire classiquement. Alors, la chose un petit peu curieuse quand on compare le monde du quantique et le monde de l'IA, c'est que c'est qui le concurrent de l'IA? C'est l'informatique classique qui ne s'appuie pas sur de l'IA, et on va dire l'intelligence humaine éventuellement. Dans certains cas de figure, de l'intelligence ou de la capacité de l'humain à naviguer dans l'espace. Qui est le concurrent du quantique? Ce n'est pas l'humain, c'est l'informatique classique. Parce que l'ordinateur quantique, il essaye de faire mieux que l'ordinateur classique, mais l'ordinateur classique, il continue à faire des progrès.
Les processeurs NVIDIA doublent de puissance à peu près tous les 2-3 ans, même en efficacité énergétique qui s'améliore. Et l'algorithmie évolue. Il y a même des algorithmes classiques qui essayent d'imiter ce qu'on fait dans le monde du quantique, qui essayent de rattraper ce que fait le quantique. Et il y a une concurrence qui est saine, hein, parce que les deux progressent et les deux se challengent l'un l'autre. Donc, ce qui fait que je vais faire une parabole, c'est que l'ordinateur classique à base d'IA qui concurrence l'IA humaine, il est face à une intelligence que je qualifierais de statique. C'est-à-dire que l'intelligence humaine ne bouge pas trop dans le temps, même si on pourrait dire qu'elle va à la baisse dans certaines circonstances. Mais bon, en gros, le cerveau humain est fait de telle façon qu'il n'y a pas à avoir de croissance exponentielle de l'intelligence humaine. L'IA étant peut-être un outil de démultiplication de l'intelligence humaine si elle est bien utilisée. Sauf que l'ordinateur quantique, lui, il est face à un outil qui évolue, l'outil classique. Donc, le comparable n'est pas tout à fait le même. Il y a une cible mouvante dans le cas du quantique et une cible moins mouvante dans le cas d'IA. Je suis assez d'accord avec cette analyse, mais moi, je ne cherche pas le point de convergence. Je pense que la question, c'est plutôt quelles sont les bonnes associations et quelles innovations, que ce soit en robotique, en quantique ou en IA, vont apporter aux autres domaines. Là, on vient de parler du fait qu'aujourd'hui, on utilisait de l'IA classique tous les jours au service, que ce soit de la physique quantique ou de l'informatique quantique. On a parlé du fait que les capteurs quantiques peuvent apporter des améliorations à la robotique. On a parlé du multisensor où, pour s'en sortir, on n'a pas la capacité d'analyse humaine, donc on va utiliser de l'IA. Et on voit bien que ce sont toutes les améliorations locales qui conduisent à une amélioration globale. Si on reparle de l'IA 2 secondes, l'autre question que je me pose, moi, c'est est-ce que la vitesse de développement de l'informatique quantique sera suffisante pour dépasser la vitesse actuelle de développement des approches classiques? Olivier l'a dit, hein, en ce moment, les performances computationnelles de notre matériel augmentent, je ne vais pas dire exponentiellement parce que ce n'est pas vrai, mais augmentent significativement tous les 3 à 6 mois. On fait des innovations logicielles aussi. Alors, on n'a pas trop parlé des différents aspects de l'intelligence artificielle sur la partie réseau de neurones, notamment entraînement, inférence. Il faudrait peut-être, pour répondre à une des questions qui a été posée, y revenir. Mais ce que je veux dire, c'est que si on regarde la tendance en IA classique en ce moment, ce qu'on voit, hein, c'est que certes, on continue à viser la Lune et à se dire qu'on va faire une intelligence, machin, bidule, mais on cherche aussi à faire des algorithmes efficaces. Et dans beaucoup de domaines, en fait, ça suffit amplement. Un mot, ça peut-être? Oui, oui. Alors, déjà, il y a eu beaucoup. Un mot. Ouais, un mot, non. Un mot, non. Déjà, enfin, moi, je suis très, très content d'être à cette table avec Olivier et Amélie parce qu'on se rejoint sur un sujet, on va dire, ou une manière, un état d'esprit plus précisément, qui est que effectivement, on n'est pas là pour faire du marketing, on est là pour parler réellement et avec sincérité de son domaine d'expertise et que on essaye autant que faire se peut de faire comprendre à tout à chacun que il y a le fantasme dans chacune de nos parties en fait, et il y a la réalité. Et sachant que le fantasme, quelque part, il y a toujours une part de vérité vers un futur, sauf que ce futur-là, on ne sait pas quel il sera en fait. Il y a des gens, j'aime beaucoup citer des gens comme Charlie Chaplin, qui, lorsqu'on regarde les temps modernes de Charlie Chaplin qui datent de 1936, on se rend compte qu'il a réussi à imaginer des concepts d'aujourd'hui, la visioconférence. Il faut juste remettre dans le contexte. Hein. En 1936, il a imaginé la visioconférence à un moment donné dans le film, si vous regardez bien, et puis plein d'autres choses. Il a imaginé qu'on vidait les mails tous les jours. Oui, mais voilà, mais il n'en a pas imaginé d'autres. Voilà, il a imaginé certains, mais pas d'autres. Donc déjà, ce qui est important de comprendre, c'est que parmi tout ce que l'on voit sur les réseaux sociaux, et surtout les réseaux sociaux professionnels, parce que c'est là la problématique, à mon sens, surtout parce que cela s'adresse à une communauté professionnelle, c'est qu'il y a beaucoup à laisser par rapport à ce qu'il y a à apprendre dans chacun de nos domaines. Ensuite, ce qui est sûr et certain, c'est que comme il y a 15 ans en arrière, alors pour ma part, alors peut-être pas pour Olivier, peut-être pas pour Amélie, mais les LLM, enfin voilà, à aucun moment donné, il y a 15 ans en arrière, j'aurais
pu imaginer que début des années 2020, on allait se retrouver avec des chats GPT, des likes chat GPT. C'était inconcevable dans mon esprit. Donc certainement qu'il y aura une croisée des chemins me concernant sur la robotique avec du quantique, avec de l'IA. Après, on peut se poser aussi la question éthiquement, pourquoi tout cela, au-delà de est-ce que c'est quoi la consommation énergétique, ça sera quoi le coût, est-ce qu'il y a vraiment une cohérence, on va dire, économique à tout ça? Moi, j'aime beaucoup citer un sujet que j'ai eu avec mon père à un moment donné, parce que c'était en 2014 très précisément, où à un moment donné, on s'est fâché en regardant une série qui s'appelle Real Humans, et qui, donc dans cet épisode-là, très précisément, on parlait de ces robots qui étaient utilisés dans les maisons de retraite pour s'occuper des personnes âgées, et où, effectivement, très naïvement, j'ai dit à mon père à ce moment-là, bah, je rêverais de vivre cette singularité, ce qu'on appelle la singularité à ce moment-là, cette singularité, et où lui s'est fâché, et où il m'a juste dit une chose, il m'a dit, tu vois, Fiston, si un jour je devais aller en maison de retraite, qui sait, et que des robots devaient s'occuper de moi à ce moment-là, je poserais juste une question. Qu'ai-je fait à l'humanité pour mériter ça? Donc voilà, donc, par rapport, que ce soit la quantique, que ce soit l'IA, que ce soit la robotique, Rabelais disait il y a un demi-millénaire, il y a des gens extrêmement, on va dire, intelligents qui nous ont précédés. Il disait il y a un demi-millénaire, science sans conscience n'est que ruine de l'âme. Je pense que, au bout d'un demi-millénaire, on devrait l'avoir assimilé. L'humanité devrait avoir assimilé ces notions-là et de comprendre que voilà, le progrès, c'est génial, mais on ne doit pas renverser la table de l'humanité pour du progrès, en fait. Le progrès doit être au service de l'humanité et on ne doit pas être à la place de. Donc voilà, donc ce sujet, j'espère qu'à un moment, il y aura une convergence. Je ne serai pas là pour en parler, mais j'espère que l'humanité fera bien la part des choses. Merci beaucoup pour tous ces éclairages. On va maintenant passer aux questions-réponses, sachant qu'il reste seulement 10 minutes. N'hésitez pas à en mettre dans le chat si vous en avez. Alors, c'est dans QR, dans questions-réponses. Il y a les deux. J'en vois juste une ici de Stanislas Segar, qui en a en fait posé deux. Est-ce que les futurs ordinateurs quantiques seront moins énergivores que les ordinateurs classiques? Et quand la quantique sera plus accessible, quel impact sur les performances des IA? Alors, c'est pour moi, ça. On Ouais. peut partager si tu veux. Ouais. Alors, la question, je pourrais presque répondre comme un jésuite, de quel ordinateur classique on parle? Évidemment, est-ce qu'on parle d'un laptop, d'un calculateur scientifique ou des grandes fermes de serveurs pour l'IA qui vont consommer jusqu'à 1 gigawatt, je crois, dans les temps qui sont prévus? Alors, les informations dont on dispose aujourd'hui sur les plans des constructeurs, parce qu'on parle du futur, des ordinateurs dits à tolérance aux fautes qui vont faire des gros calculs, on a des puissances en watts, pas en wattheures, des puissances en watts qui sont à peu près en recouvrement des 100 premiers calculateurs scientifiques les plus grands du monde. C'est-à-dire qu'on a deux machines prévues par deux constructeurs plutôt américains et nord-américains qui sont plutôt de l'ordre de 100 mégawatts, c'est-à-dire le double du plus gros supercalculateur classique. Et on a d'autres machines dont il est prévu qu'elles consommeront entre un demi mégawatt et quelques mégawatts. Donc là, qui nous met à peu près vers le 50e ou le 100e plus grand calculateur scientifique. Il faut bien faire la part des choses. Et il faut faire la part des choses entre des data centers qui ont plein de processeurs NVIDIA qu'on met en batterie et dont on consomme tout ou partie en fonction du travail qu'on leur demande de faire, et un ordinateur quantique à qui on demande de résoudre une tâche précise, à un moment donné, qui d'ailleurs peut durer assez longtemps. Donc aujourd'hui, ça c'est le premier comparable. Après, il faut comparer ce que ça fait. Donc, on peut espérer qu'effectivement, le jour où ces machines-là arriveront, elles feront des choses que les ordinateurs classiques qui ont la même puissance de consommer électriquement, ils fassent autre chose, peut-être plus. Donc, peut-être qu'ils feront beaucoup plus, ce qui fait qu'il y aura effectivement une différence de consommation d'énergie si on avait essayé de le faire de manière classique. Mais en gros, on va se retrouver dans des situations, en pratique, où on les fait cohabiter tous les deux. Pourquoi? Parce que dans la quasi-totalité des cas, les gros ordinateurs quantiques qu'on aura dans le futur, dans 5 à 10 ans ou 15 ans, c'est des machines qui, de toute façon, seront pilotées par des ordinateurs classiques. Et parfois des supercalculateurs eux-mêmes. Parce que pour préparer le travail de l'ordinateur quantique, il faut du calcul classique qui prend un certain temps et consomme de l'énergie. Donc la question, c'est qu'est-ce qu'on garde comme énergie? Est-ce qu'on garde juste la partie quantique ou est-ce qu'on garde le classique qui pilote le quantique?
comme un accélérateur. Alors, une des manières de présenter les choses qui vient des constructeurs, c'est de dire qu'il y a du calcul classique qui utilise un CPU, qui est un peu l'outil de pilotage de l'ensemble, et il va y avoir des GPU, qui sont l'accélérateur pour du calcul matriciel basique, les QPU, donc Quantum Processing Unit, qui servent à accélérer avec des méthodes quantiques des calculs d'ailleurs, qui sont aussi matriciels en général, voire des ordinateurs optiques non quantiques et d'autres technologies qui vont exister. Donc, il y aura une cohabitation de ces différents systèmes. C'est comme ça qu'on peut voir les choses. Alors après, la question qui peut se poser, c'est en termes de masse, c'est-à-dire combien d'ordinateurs il va y avoir, pour quel cas d'usage. Alors ça, on n'en sait rien. Moi, je peux faire des prévisions là-dessus. Comme c'est quand même, ce sont quand même des machines qui sont dédiées à des usages assez niches, je n'imagine pas que les ordinateurs quantiques de dans 15 ou 20 ans vont avoir la même prégnance, la même importance en volume que les data centers de l'IA d'aujourd'hui qui utilisent des LLM, qui servent à servir des centaines de millions de personnes en même temps. On est plutôt voisin d'ordinateurs de la météo ou du CEA ou du CERN, c'est-à-dire des ordinateurs très spécialisés, plutôt pour des métiers scientifiques ou des métiers d'entreprise, mais dans ce qu'on appelle en informatique le back-office. Il y a des choses qu'on ne voit pas en tant qu'utilisateur. Ce n'est pas l'usage de masse. Alors après, question sur est-ce qu'il sera plus accessible, le jour où il est plus accessible, est-ce qu'il y aura un impact sur les performances de l'IA? En fait, on n'en sait rien doublement. D'abord, on ne sait pas quand il sera accessible. Et la question, c'est qu'est-ce que ça veut dire accessible? À quel prix? Ce sera plutôt des machines assez chères, globalement. Les machines dont je connais l'échéance, de grande taille, c'est des machines qui vont coûter minimum 10 à 30 millions d'euros quand même. Ce n'est pas les petites machines. Et ça peut aller jusqu'à des centaines de millions d'euros. Donc, c'est des grosses machines. Donc, accessibles, non. Mais c'est des machines qui vont être dans le cloud, dont on paiera le temps de calcul. Donc, ramener un temps de calcul, ça peut être raisonnable. Après, est-ce que le fait qu'un jour des machines soient peut-être plus accessibles, moins chères, fera qu'il y aura plus d'IA? En fait, la réponse, elle n'est pas liée au prix des machines, elle est liée aux algorithmes. Elle est liée à la capacité à trouver des algorithmes et l'infrastructure technique qui va en dessous, côté mémoire quantique et autres, qui fait qu'il y aura un avantage à faire des algorithmes d'IA dans l'ordinateur quantique plutôt que dans des machines classiques. Aujourd'hui, c'est ce qu'on appelle une question de recherche ouverte. On n'a pas la réponse. C'est un travail qui occupe beaucoup de chercheurs dans le monde et dans des startups. Est-ce que vous vouliez rebondir Aujourd'hui, la façon dont fonctionne une phase qu'on appelle une phase d'entraînement, où on va traiter un grand nombre de données pour fabriquer des modèles qui résolvent des problèmes, donc reconnaître vos têtes, vos empreintes digitales, ou savoir répondre à vos questions sur Claude, ChatGPT ou autre, et puis la phase d'inférence. Et c'est vrai qu'il y a une espèce d'idée reçue qui est de dire que la phase d'entraînement, notamment, qui est une phase massive, où on fait du calcul massivement parallèle, qui aujourd'hui est extrêmement bien optimisée du côté matériel. On fait des choses absolument incroyables. On a tendance à penser que le jour où on arrivera à transposer ça dans le quantique, au lieu de faire des millions de calculs en parallèle, on fera juste un calcul sur l'ordinateur quantique et on aura le résultat. Mais c'est complètement faux. D'abord, ça ne marche pas comme ça. Et puis, Olivier l'a mentionné au tout début, il y a la notion de données, de transformer la donnée traditionnelle que l'on a en données manipulables par du quantique. Et rien que l'énergie nécessaire pour cette première phase, en fait, elle annulerait l'avantage quantique qu'on a en face. Donc ça, c'est la première chose. C'est important que tout le monde comprenne. Et puis la deuxième chose alors Sacha, tu disais tout à l'heure, il y a 10 ans, j'aurais pas parié que. Moi, au début, quand j'ai commencé à parler d'intelligence artificielle au grand public, j'ai expliqué à tout le monde que quand même l'entraînement, ça consommait beaucoup d'énergie. Et face à ça, l'inférence, c'était peanuts, c'était anecdotique. Sauf qu'en fait, la balance s'est inversée. Aujourd'hui, on a une telle sollicitation des outils d'IA, en particulier d'IA générative, que c'est l'inférence qui pèse le plus lourd dans la balance énergétique globale. Et a fortiori, sur l'inférence, on est encore plus mauvais à imaginer comment ce qu'on fait en inférence aujourd'hui sur des modèles pourrait bénéficier du quantique à l'avenir. Et ce sera encore pire si on se dit, bon, on va faire de l'entraînement avec du quantique, parce que quand même, on pourrait peut-être faire des choses, et de l'inférence avec du classique, ce que ça voudrait dire qu'il faudrait retraduire les modèles qu'on aurait préparés grâce à de l'informatique, je mets bien du conditionnel, qu'on aurait préparés grâce à de l'informatique quantique, pour en plus ensuite pouvoir les exploiter. Donc en fait, cette idée reçue de
Le jour où l'ordinateur quantique sort de terre, l'IA n'est plus énergivore, youpi, on a résolu le problème. C'est au mieux du bullshit, au pire du marketing. Ou l'inverse, je ne sais pas trop. C'est une superposition des deux. Ouais, c'est une intrication quantique. Superposition des quatre. C'est des sujets très scientifiques. Hein. Il faut passer beaucoup de temps pour comprendre de quoi il en retourne. Mais Amélie est très bien documentée. C'est exactement ça. On ne peut pas. J'ai un bon prof. Et surtout, c'est lié au fait que passer d'ailleurs d'un modèle classique à un modèle quantique ou le sens contraire est très coûteux. Donc, supposons qu'on fasse une inférence classique qui est basée sur un entraînement qui est quantique. Le modèle entraîné, la conversion du modèle, mais c'est un problème extrêmement complexe. Et dans l'autre sens, c'est la même chose. Donc, et c'est très marrant d'ailleurs parce que les papiers scientifiques que je lis sur le machine learning quantique, ils éludent souvent la question. Bien sûr. Ils n'en parlent pas. Non, parce qu'ils cherchent à calculer l'avantage quantique. Non, ils n'en parlent pas. Ils négligent le coût de chargement des données, ils négligent le passage à l'inférence. Et c'est lié aussi au fait que alors je vais peut-être être un peu technique ici, mais beaucoup d'algorithmes de machine learning quantique sont basés sur les machines existantes, qui sont dites des machines bruitées. C'est des algorithmes qui ont une caractéristique, c'est qu'ils sont de petite taille, ils génèrent des tout petits modèles de données. Et eux, ils pourraient être transposables, on pourrait faire des inférences avec, mais ça ne scale pas bien, quoi. Et pour passer à des algos de plus grande taille qui génèrent des modèles plus grands, il y a des méthodes différentes. Et là, la transposition entre l'entraînement d'un côté et l'inférence d'autre est beaucoup plus complexe quand on est avec un système d'une grande taille. Donc oui, c'est un sujet de recherche très ouvert aujourd'hui, d'où l'intérêt des capteurs, parce que si le capteur est quantique, on résout une partie des problèmes. Mais le problème, c'est que dans la vie courante, tous les capteurs ne sont pas quantiques. Je dirais la majorité ne sont pas. Oui, la majorité. On n'a pas intérêt. Notre texte, il n'est pas quantique, il est établi sur un clavier. Bien sûr. J'ai également une autre question de David Almeida. Dans les 3 catégories, comment garantir la sécurité des données à l'avenir? Est-ce que vous vouliez peut-être... C'est une question biaisée parce que je sais qu'il est spécialisé dans le domaine, lui. Bon, C'est son domaine. Hein. D'accord. C'est une question piège, attention. Hein. Bon, je vais parler pour la partie robotique. En fait, c'est très compliqué, voire impossible, d'accord. Une fois que les données ont été créées et qu'elles sont stockées quelque part, bah, c'est comme tout, on voit bien le nombre d'attaques cyber qu'il y a aujourd'hui, qui existe aujourd'hui à travers le monde, et ça va être de pire en pire. Hein. Là-dessus, il faut pas se leurrer. Quasi tous les jours, on reçoit maintenant dans sa boîte mail le fait qu'un de nos comptes, une de structures où nous avons un compte, a été piraté. Parce que la loi l'oblige, on vous informe que voilà, ils ont été piratés, que vous avez un compte, et puis bon, on verra bien ce qui s'y passera. D'accord. Donc en fait, au niveau de la robotique, ça se passe en amont, c'est-à-dire dans le choix des capteurs que l'on va mettre sur le robot. Donc, ça va sans dire, mais ça va mieux en le disant. Aujourd'hui, c'est quand même une aberration totale que d'utiliser des caméras sur des robots mobiles, notamment, ce qui est le cœur de métier de la société Meanwhile. Pourquoi? Parce que ces caméras se promènent dans les ateliers, et donc cette caméra, parce qu'au bout d'un moment, ça pourrait être piraté, ou les données enregistrées pourront être piratées, et va capter l'image d'un opérateur qui va taper un mot de passe sur une interface homme-machine, et là, voilà, vous ouvrez la porte à quelque chose. Donc naturellement, dans tous les robots qui nécessitent des captures de quoi que ce soit, enfin, de la captation, si vous avez des caméras de manière obligatoire, c'est obligatoirement des robots fixes, et vous faites très attention à où est placée la caméra et qu'est-ce que vous filmez, parce qu'en vous disant à un moment donné, ça sera piraté. Ou bien si ce sont des robots mobiles, il faut naturellement utiliser des lidars, des lasers 3D, etc., mais où effectivement il est impossible de détriturer l'image et de comprendre effectivement ce qui se passe derrière. Un mot peut-être En IA, je vais faire une réponse à 2 échelles. La première, c'est que les problèmes de sécurité, c'est très souvent entre la chaise et l'ordinateur. Et pour pas dire tout le temps, en fait. Et donc, de la même façon que ce que tu viens de dire, hein, l'acculturation, ça c'est essentiel. Et alors là, on est à des années-lumière d'un niveau de maturité, que ce soit chez les individus ou dans les entreprises, en matière de gestion des données. Bon,
on n'a pas le temps, je ne vais pas détailler, mais c'est le message que je veux passer, acculturation, acculturation, acculturation et investissement aussi pour aller vers davantage de sécurité. Après, pour répondre spécifiquement sur le sujet de l'IA, on pourrait y passer des heures, mais c'est vrai qu'il y a une espèce de paradoxe entre si on veut résoudre des problèmes complexes, il faut de la donnée. Par exemple, en santé, c'est typique, hein, si on veut faire des outils efficaces, par exemple, de prévention, il faut un maximum de données et de données hétérogènes, pas seulement des données d'hommes blancs entre 35 et 45 ans. Et en même temps, on ne veut pas partager la donnée parce qu'on doit la protéger. Et donc, si vous voulez explorer ce genre de sujet, il y a beaucoup de choses qui sont autour de l'apprentissage fédéré, qui permet à la fois de partager de la donnée avec de la sécurité et donc de bénéficier d'une richesse de données tout en protégeant ces données parce que on les traite à un niveau d'abstraction suffisamment important. Donc il y a beaucoup de choses qu'on pourrait explorer sur ce sujet-là. Alors l'anonymisation, c'est une chose, mais il y a pas mal de papiers, dont certains qui ont plus de 20 ans, qui vous montrent que sur certains datasets, avec ces points de données, vous identifiez n'importe quel individu. Donc, en fait, l'anonymisation, elle n'a que pour limite l'intelligence de la personne qui est en face. Je peux anonymiser en enlevant vos noms, prénoms, adresses et quand même retrouver qui vous êtes et ce que vous faites selon la quantité de données que j'ai dans ma base et le nombre d'individus. Et c'est rarement au-delà de 7 points d'information. Donc l'anonymisation ne fait pas tout, mais par contre la fédération, l'ajout de données fictives dans un dataset, en fait il y a plein de techniques, c'est un véritable champ de recherche absolument fascinant. Et quand on prend le problème sérieusement, c'est-à-dire que quand on s'occupe de la sécurité des données by design, alors on peut faire des systèmes sécurisés et néanmoins efficients. Est-ce qu'on a quelque chose à rajouter au niveau... Il y a un sous-jacent dans l'histoire. Le sous-jacent, il est lié au fait que les ordinateurs quantiques du futur pourraient casser les systèmes à base de clés publiques de cryptographie, notamment tous ceux qui reposent sur les clés type ECC ou les clés de type RSA. Et donc, ça menace beaucoup de choses, y compris la robotique potentiellement, et l'IA. Et cette menace, elle existe potentiellement si les ordinateurs quantiques du futur arrivent dans le futur comme prévu. Et donc, il y a une sorte de mobilisation de l'industrie aujourd'hui pour se protéger contre cette menace future. Et cette mobilisation, elle prend deux principales formes. Il y en a une qui est courante, qui est en train de se déployer, et une autre qui l'est moins. Celle qui est courante, c'est ce qu'on appelle la cryptographie post-quantique. Alors, qui, contrairement à ce qu'on dit son nom, n'est pas quantique, c'est une cryptographie qui repose sur la création de clés publiques dont le cassage ne serait théoriquement pas possible, même qu'un ordinateur quantique du futur. Ce qui aurait mieux à se mettre sous la dent, ne casserait pas ces clés. Donc, il y a tout un processus qui a été enclenché, notamment par le NIST, qui est un organisme de standardisation aux États-Unis, puis l'ETSI en Europe, pour pousser les gouvernements puis les entreprises à déployer des systèmes de cybersécurité basés là-dessus. Il y a 4 standards ou 3 standards qui ont été déjà établis par l'ISO là-dessus. Et donc, on est en train de commencer à planifier les déploiements de ces systèmes-là pour se protéger contre les intrusions du futur. Alors, l'une des raisons qui motive beaucoup de gens, notamment les banques ou les systèmes de santé, de déployer ce genre de système de sécurité, c'est que certaines données volées aujourd'hui par la Chine ou par n'importe qui pourraient potentiellement avoir de la valeur dans le futur. Des données, par exemple, de patrimoine financier, si ça circule dans 10 ans ou 15 ans, ça peut avoir de la valeur. Donc, à ce titre-là, dans certains métiers, il est urgent de se protéger contre cette menace venant du futur. Alors, il y a une autre méthode dont on parle très peu, qui est ce qu'on appelle la cryptographie quantique. Alors, elle est vraiment quantique. C'est une technique qui est à base de fibre optique ou de liaison satellite qui permet potentiellement de générer des clés de chiffrement qui sont les mêmes des deux côtés, ce qu'on appelle plutôt des clés symétriques. Elles sont les mêmes, elles sont totalement aléatoires, et en gros, sur le papier, elles sont inviolables. Alors, le problème, c'est que l'infrastructure pour les mettre en œuvre est spécifique. Il faut mettre en place en gros, c'est des fibres standards, hein, des fibres noires chez les opérateurs télécoms, mais il faut quand même mettre un terminal des deux côtés pour générer les clés, quoi. Et après, on utilise des photons intriqués à l'intérieur, un système un peu spécial, et ça permet d'avoir une meilleure sécurité. Et donc ça, c'est plutôt envisagé par les opérateurs télécoms, par les opérateurs de cloud, par les data centers et par les banques pour le back-end, c'est-à-dire pour la partie serveur des infrastructures. Et la partie utilisateur qui arrive dans notre téléphone ou dans notre laptop, ça sera toujours probablement de la cryptographie post-quantique qui nous protège. Donc ça moyen de se protéger vis-à-vis d'une menace future. Donc la question qui est de se poser le lien avec l'IA et avec le robotique, oui,
protéger des Tesla automatisés, c'est Bien sûr. nécessaire. Non, pas les Tesla. Les Tesla, on va dire des Renault, des Twingo électriques, c'est utile de se poser la question de les protéger pour éviter le hacking. Dans les systèmes de santé, les robots dans la santé, les pacemakers, etc., c'est intéressant de se poser la question. Bon, après, il ne faut pas non plus amplifier la menace, mais c'est justifié de se poser la question des moyens de se protéger. Mais comme tu dis, entre la chaise et le laptop, il y a un autre machin. Il est déjà quantique lui-même d'ailleurs, mais il est dur à upgrader, quoi. Et faire une PQC au niveau humain, c'est compliqué. C'est compliqué. Alors, il nous reste, on a déjà bien dépassé l'heure finale, mais il nous reste quand même deux questions d'un spectateur anonyme. Premièrement, rapidement, du coup, sur une échelle de 1 à 100, on en est à quel stade d'avancement pour la quantique par rapport aux besoins exprimés? Donc, une échelle logarithmique ou linéaire? Par rapport aux besoins exprimés. Le problème, c'est que la plupart des clients, ils n'ont aucune idée de leurs besoins et ils ne savent pas du tout ce qu'on pourra faire avec. Donc, vraiment, c'est une question. Moi, je vais dire une réponse à n'importe pièce, 25%. 25%. Mais peut-être que j'ai tort, peut-être que c'est 12, peut-être que c'est 5, peut-être que c'est 42. Si tu réponds en 42, c'est TRL, peut-être un bon chiffre, 42. tu réponds en TRL. En TRL. Alors, en TRL, on considère que l'ordinateur quantique existant, il a un TRL proche de 8, parce que on en vend, hein, mais ils sont pas en moyenne, ils ne seront pas plus puissants que les machines classiques. Et le TRL des ordinateurs de dans 10 ans, il est plutôt entre 3 et 5 aujourd'hui. Alors, pourquoi il est entre 3 et 5? La raison, c'est que il y a tout un tas de défis scientifiques et technologiques à relever pour y arriver. Et certains, ils sont pas simples, c'est des défis très complexes. Je vais donner un exemple qui est assez simple en physique, c'est que pour que tout ça, ça marche, il faut être capable de relier entre eux des objets quantiques, des atomes, par exemple, ou des électrons, ou des photons, et il faut en relier beaucoup entre eux. Et aujourd'hui, d'un point de vue expérimental, on l'a fait jusqu'à à peine quelques centaines. Or, les ordinateurs quantiques qui vont résoudre les problèmes dont on parle, là, en chimie ou autre, c'est des ordinateurs quantiques qui vont nécessiter de relier entre eux des millions d'objets. Et passer de quelques centaines à des millions, c'est l'inconnu. C'en est même au point où les physiciens, comme Alain Aspect, qui est un de nos prix Nobel de physique, dit c'est un test des limites expérimentales de la physique quantique. Il faut savoir que la physique quantique a défini le fonctionnement de la matière à l'échelle de l'infiniment petit. Les électrons, les atomes et les photons, pour faire simple, c'est un peu compliqué. Et la question, c'est quand on en met plusieurs et qu'on les relie entre eux, à partir de quand tombe-t-on dans ce qu'on appelle le monde macroscopique qui est régi par la physique classique, où il n'y a plus d'intrication, plus de superposition. En fait, cette limite, elle change tout le temps et on ne la connaît pas vraiment. Et donc, le fait de créer l'ordinateur quantique, vu du physicien, c'est un moyen de tester les limites de la physique quantique en termes de contrôle expérimental. Donc, d'ailleurs, Alain Aspect, il dit souvent, c'est une boutade, il dit, dans les deux cas, je gagne, parce que si on détecte une limite, on a fait avancer la science parce qu'on a découvert cette limite, et si ça marche, ça tombe bien, et il se trouve qu'il est business angel d'une des boîtes françaises qui fait de l'ordinateur quantique. C'est une boutade, mais voilà. Bon. Mais c'est intéressant dans les deux cas, de découvrir cette limite. Donc la dernière question qui parle plutôt de robotique. On sait l'importance de l'accompagnement au changement. On a vu et on voit encore les angoisses et les incompréhensions que suscite la 5G. On voit aussi les besoins d'acculturation pour l'IA. Mais que pouvons-nous faire, nous qui sommes au contact des entreprises, pour apporter le bon niveau de discours et de prospective sur un sujet aussi complexe? En fait, je pense qu'il y a, on a un devoir, nous avons un devoir en fait qui est de, je ne vais pas utiliser un mot français, mais de défantasmer, on va dire, les sujets. Et d'honnêteté et de sincérité. Bien, lorsque, effectivement, nous, on le voit chez nous, on a eu le cas avec ce qu'on appelle des MoMA, des Mobile Manipulators, où il y a 5-6 ans, on voyait des vidéos de MoMA accélérées, mais où il n'était pas expressément explicité que la vidéo était accélérée. Et nous avions des clients qui nous contactaient en disant, voilà, j'ai vu cette vidéo-là, j'aimerais avoir, est-ce que vous êtes capable de me créer ce mobile manipulator pour moi? Et effectivement, dire quelque part, c'est un crève-cœur quand vous avez une entreprise de dire non, on ne va pas le faire, parce que techniquement c'était possible. Si vous voulez, derrière, nous, on le sait très bien, il n'y a pas de retour sur investissement réel pour le client ou l'utilisateur final. Donc, je pense qu'il y a quand même, mais enfin, j'y reviendrai, mais il est nécessaire de dire la vérité à nos interlocuteurs
quitte à perdre des contrats, par exemple. Et ce qui est certain, et nous on le voit aujourd'hui, finalement, l'histoire finit par nous donner raison parce que vous gagnez en légitimité, vous gagnez en crédibilité. Et quand les sujets refont surface, parce que des ruptures, enfin des innovations incrémentales, encore une fois, plus précisément, font le nécessaire, et que le sujet donc revient, bah, naturellement, ces gens-là, bah, ils reviennent vous consulter en vous disant à la fois vous avez été honnête, vous avez été sincère, vous avez dit les choses, et donc c'est bien à vous que l'on fait confiance. Il y a une notion de confiance on va dire, effectivement, à mettre en place, et ça, c'est juste en disant vraiment les choses, tout simplement. Bien sûr. Et ce n'est pas le marketing qui fera dire à la physique ce qu'elle doit faire. Voilà, et alors j'ai une boutade, enfin un sujet aussi, c'est les lois du marketing ne pourront jamais être au-dessus des lois de la physique classique et de la physique quantique. Donc voilà, donc c'est un sujet, voilà, tout simplement. Eh bien, merci beaucoup pour toutes ces réponses, et merci aussi à vos je ne sais pas, parce que ça vous crédibilise, entre guillemets. Et je tiens à remercier tous nos auditeurs qui nous ont écoutés et posé des questions. Et merci à tous et à bientôt. Merci. Et je remercie Alexia Noli qui a mis en place le Printemps de la robotique depuis 4 ans maintenant et qui, on va dire, prend de l'ampleur chaque année. Donc merci également à Alexia pour tout cela. Merci tout le monde. Merci beaucoup. Merci. À bientôt.